Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anno Rêve, le podcast des gens qui boivent du café en regardant par la fenêtre un étang et un décor magnifique du Pays de Bray. Je suis Julie Simoniti et je suis coach en réalisation de rêves, mais aussi j'ai un podcast. Et chaque semaine, je vais rencontrer une personne qui a réalisé son rêve et pour qu'elle nous raconte un peu son parcours. Aujourd'hui, je suis accueillie chez Anthony, dans un cadre assez spectaculaire, je dirais. Moi, j'aimerais bien vivre dans ce cadre-là, en tout cas, au bord de l'eau. Déjà, merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi. Merci d'être venu. Merci. Et alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, te présenter un minimum et peut-être présenter le rêve que tu as réalisé ou que tu es en train de réaliser? C'est en cours? C'est en cours, mais je pense que tous les rêves sont un petit peu en cours de toute manière. On n'achève jamais son rêve. Ce qu'on fait, c'est qu'on le poursuit en fait. Le mien, en l'occurrence, c'est le rêve de devenir un artiste. Donc j'ai toujours voulu devenir un artiste, j'ai toujours voulu créer, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à Londres, où je voulais devenir un artiste 3D. Donc bosser dans des films comme Pixar et justement réaliser ce rêve de raconter des histoires. Et dans un but lucratif pour pouvoir payer mon loyer, en fait, je suis devenu développeur. 10 ans plus tard, je me suis retrouvé dans un style de vie qui était assez sympa parce que le boulot de développeur paie quand même assez bien, mais pas du tout heureux. Pas du tout, je me sentais pas bien dans ma vie, je me sentais pas bien dans ce que je faisais et je voyais pas l'intérêt de continuer là-dedans. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé en fait de tout quitter pour justement retourner sur ce rêve de devenir un artiste et de le poursuivre peu importe ce qui se passe. D'accord. Et donc ça se concrétise comment exactement ce rêve? Parce que est-ce que tu peins? Est-ce que tu fais de l'art numérique? Je fais un petit peu de tout en fait. C'est vraiment l'idée de raconter des histoires, c'est vraiment l'idée de s'exprimer. Donc peu importe le médium, je fais beaucoup de dessins traditionnels à l'heure actuelle parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Mais je fais aussi du dessin digital. Je fais aussi, je faisais de la 3D à l'époque parce que j'ai un diplôme là-dedans, mais j'aimerais bien y retourner à un moment donné. J'aime bien écrire, j'aime bien faire des storyboards, donc je veux pas en fait me limiter à un médium en particulier. Et c'est pour ça que je parle de devenir artiste. Et alors d'où ça te vient? Est-ce que tu as toujours eu cette idée en tête? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps? Quand j'étais plus jeune en fait, j'avais pris pour modèle mon beau-frère qui était dans le web design, qui était justement dans tout ce qui était graphisme. Et je pensais que c'était ce que je voulais faire. Donc je suis allé dans une école d'art après le lycée à Paris, qui s'appelle MGM Graphic Design, où j'ai fait une année de web design. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui étaient dans leur année de 3D. Et là, j'ai eu le déclic de me dire, mais c'est génial! Tu peux faire tes marionnettes, tu peux les animer, tu peux bosser dans le jeu vidéo, tu peux bosser dans le cinéma. Enfin, c'est un truc, je me suis dit, faut que j'essaye. Du coup, je me suis lancé dans 2 années d'études là-bas. Et c'est là où j'ai vraiment découvert cette passion de créer et de raconter des histoires. Quand justement en 2e année, on faisait un groupe pour faire un film d'animation, un court-métrage en fait. Et j'ai vraiment eu ce truc de dire, je gère le groupe, être un petit peu réalisateur et j'ai kiffé. Et c'est pour ça en fait que je suis parti en Angleterre. L'idée c'était vraiment que dans cette industrie, l'anglais est primordial. Même les studios qui sont basés en France, ils font des films avec les Américains, ils font des films à l'international. Tu regardes Moi Moche et Méchant, c'est un studio français, mais qui est subventionné par des Américains pour faire des films en américain. Donc si tu as l'anglais, ça t'ouvre énormément de portes. Londres aussi, l'Angleterre en général, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'avoir un premier emploi. En France, dans l'idée à l'époque, c'était vraiment, tu sors de tes études, si t'as pas 10 ans d'expérience, tu n'auras pas ton premier boulot, parce qu'ils n'ont pas de garantie que tu es capable de faire le taf. Alors qu'en Angleterre, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus flexibles, en fait, de donner des chances aux nouveaux. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas. D'accord. Mais tu avais des contacts avant de partir? Du tout. Et je parlais pas anglais du tout. Ah, c'est pratique. Oui. En fait, dans mon état d'esprit, c'est fais les choses, tu trouveras un moyen après. Quand tu n'as pas le choix, tu trouves un moyen. Quand tu attends que tout soit prêt, que tout soit parfait, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on n'est jamais prêt. C'est ça. Et on n'aura jamais le sentiment d'être prêt, en fait.
Ça me parle énormément ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je fais à chaque fois. En fait, là, j'en ai déjà parlé un peu dans les épisodes précédents, mais j'ai créé mon entreprise il y a 1 mois. J'étais en poste, j'étais salariée avant. À un moment, je me suis dit non, mais c'est pas ça que je veux faire les choses à ma façon. Et puis, à force de rencontrer des gens aussi dans mon ancien poste qui avaient poursuivi leurs rêves, beaucoup plus dans l'entrepreneuriat spécifiquement, je me suis dit, mais c'est ce que je veux, quoi. Je peux pas faire autrement. Ben, j'ai démissionné. Donc, ça veut dire pas d'indemnisation chômage. Et puis, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que la plupart du temps, moi, les décisions que j'ai prises, c'est comme ça. Et ce que tu dis, c'est on fera le chemin, et en fait le chemin fera notre réflexion et fera notre façon de fonctionner. Moi c'est comme ça que je fonctionne, et c'est pour ça aussi que je suis dans l'idée d'aider les gens à se mettre en chemin, et après on verra, et après on adapte. C'est ça, faut d'abord réussir à lâcher ce que t'as avant de pouvoir attraper quelque chose de nouveau, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Si tu passes de liane en liane, si tu lâches jamais la liane précédente, tu vas rester là où tu es. Référence Georges de la Jungle, c'est ça ? Pourquoi pas ? Après, tu peux faire ça avec une falaise, tu peux faire ça avec n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est l'idée de sortir de sa zone de confort et d'être capable de se mettre en situation où on n'est pas forcément en sécurité. Parce que c'est là où on grandit le plus, c'est là où on évolue en fait. C'est quand on se confronte à quelque chose qui est difficile. Si on a une vie facile, on est dans notre zone de confort, et dans ce cas-là, on n'évolue pas, on tourne en rond en fait. Donc ta définition de la zone de confort, c'est avoir une vie facile. C'est de faire les choix faciles. Faire les choix de la sécurité, faire les choix de la stabilité. Après, c'est aussi un style de vie, un choix. Il y a des gens qui préfèrent la stabilité à l'aventure, par exemple. Et leur rêve, ça pourrait être, par exemple, d'avoir une vie de famille, d'avoir une belle maison et d'être confortable. Et il n'y a rien de mauvais à ça. Non, bien sûr. C'est juste un choix personnel. Mais après, si le rêve est différent et est différent de votre vie actuelle, il va falloir que quelque chose change. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de nouveau sans sacrifier quelque chose que vous avez déjà. Normal. Oui, mais les gens veulent garder ce qu'ils ont et avoir plus. Sauf que ça marche pas. C'est quoi l'expression ? On peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. C'est ça. Tu parlais de ton rêve et du fait d'être parti au Royaume-Uni. Ça a été quoi le déclic, à part le fait c'est le fait d'avoir vu les gens qui étaient en 3e année dans ton école faire de la 3D, et tu t'es dit faut que je change de pays, ou est-ce qu'il y a eu autre chose ? Non, c'était comme je disais, c'était vraiment l'idée de devoir acquérir l'anglais, et j'étais très mauvais à l'école. Enfin, disons, au travers du cursus scolaire en fait, primaire, collège et tout ça, j'avais énormément de facilité, et du coup j'ai jamais eu besoin d'étudier. Du coup, quand je me suis retrouvé vers la fin de lycée, j'étais en S, donc première et terminale, c'est là où j'ai chuté académiquement, parce que je n'avais aucune idée de comment étudier. Et de la même manière, l'anglais ne m'intéressait pas à l'époque, et du coup je ne savais pas du tout parler anglais. Donc quand je me suis retrouvé à la fin de mes années de 3D, que j'étais célibataire, que j'avais fini toutes mes études, que j'avais pas encore de travail, que j'avais rien, je me suis dit, bah écoute, tu as l'opportunité de faire quelque chose, par exemple partir en Angleterre, et là-bas tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu parles anglais. Et pour moi, c'est la manière dont j'apprends, c'est quand justement je me mets au pied du mur et qu'il n'y a pas le choix. Du coup, bah voilà, j'ai débarqué en Angleterre à Londres-Saint-Pancras avec ma valise, ne sachant rien de Londres, la première fois que j'allais en Angleterre, ne parlant pas anglais, et en ayant une semaine à une auberge de jeunesse où je ne savais pas où elle était, et je ne savais pas comment y aller. Donc ça fait un peu, ah ouais, merde, j'aurais peut-être dû y réfléchir un petit peu plus avant quand même. Mais voilà, tu trouves un moyen, enfin, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et alors, ça a été quoi ? Ça, ça m'intéresse, parce que pour l'avoir vécu aussi, mais le pire c'est que moi j'étais encadrée, c'était pendant un échange Erasmus, quand je suis à Cardiff. Bon, j'avais la résidence universitaire, voilà, pareil, moi je suis plus vieille, donc c'était pas Saint-Pancras, c'était Waterloo International à l'époque. Et puis après j'ai pris le train, machin, je suis arrivée à Cardiff, et là je me dis, j'ai mes 50 kilos de bagages, faut que je prenne le bus, je sais pas. Alors moi je parlais à peu près anglais, mais c'est vrai que quand tu te retrouves en situation, c'est pas la même chose. Et comment je fais pour aller au centre d'admission des étudiants étrangers, et comment je fais pour récupérer ma clé et tout. Et donc je fais ce périple-là, j'arrive dans ma chambre, je pose mes bagages, et là je fais...
j'ai rien à manger, il faut que j'aille faire des courses, comment je vais faire? Panique à bord. Ce qui est bête, quoi, parce que le pire, c'est que t'as même pas besoin de parler avec la caissière, tu vois, quand tu vas faire tes courses. Mais ce sentiment de... Ok, je suis sans filet, bah on y va. Ouais, puis il n'y a pas le choix. Ouais, et là, si je veux manger, il faut que j'aille acheter des trucs, voilà. Et la première fois qu'on fait ça, je trouve que c'est très flippant. Ouais. Mais maintenant, je trouve que me mettre dans des situations d'inconfort, c'est grisant. Non, mais c'est ça. Et c'est un peu pour ça qu'après 10 ans, je suis parti de l'Angleterre, parce que j'avais besoin, justement, de retrouver cette situation où j'avais un challenge et j'avais quelque chose où j'avais pas le choix et il fallait que j'avance. J'étais justement enfermé dans une zone de confort, donc je gagnais très bien ma vie. Je m'étais créé un appartement où j'avais tout ce que je voulais à l'intérieur. Enfin, j'étais très 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 confortable. Mais du coup, j'étais pas heureux parce que je sentais pas que j'étais en train d'évoluer, je sentais pas que j'étais en train d'avancer. Et il me fallait redécouvrir ça en fait. Et je pense que c'est important justement de se lancer et d'avoir ce genre d'expérience. C'est un athlète militaire américain qui s'appelle David Goggins qui a créé ce concept de le bocal à cookies. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans des situations qui sont difficiles, vous pouvez toujours prendre un cookie. Un cookie, c'est justement ce genre d'expérience passée où vous vous dites « j'ai su gérer ». Et si vous vous rappelez justement tous ces moments-là où vous avez réussi à gérer des situations difficiles, les nouvelles situations qui arrivent sont pas aussi intimidantes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est « non mais ça j'ai déjà géré dans le passé, c'est bon, non mais... ah ouais, c'est parti !» Ouais. Et on s'approche du concept de résilience. C'est ça. Tu dis, t'étais à Londres, t'avais une vie confortable, t'avais tout ce que tu voulais, et à un moment tu t'es dit je veux aller voir autre chose et je veux sortir de ce confort. Oui. Moi ça m'évoque un truc, c'est la recherche de sens. Oui. Comment on fait, à ton avis, pour définir le sens qu'on donne à sa vie quand on se dit bah là j'ai tout ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je me mette dans l'inconfort pour découvrir autre chose, plutôt que de dire, bon, bah, je vais me marier, je vais faire des gosses? Je pense que ça dépend, déjà, si on fait les choses parce que ça a du sens pour les autres, ou si ça a du sens pour soi. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'idée, avoir une famille, un travail, une maison, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que la société veut, parce que c'est très facile de nous mettre dans des boîtes, et justement de dire qu'on est comme tout le monde et qu'on se conforme. Vouloir quelque chose de différent, c'est là où ça devient plus compliqué, où justement on se confronte contre ce stéréotype de la vie normale. Et tu crois que c'est pas la volonté de la majeure partie des gens de créer une famille? Ah si, complètement. Donc finalement, mais après, c'est en question de soi. Ouais. C'est question de trouver qu'est-ce que nous on veut. Moi, j'étais dans une situation que beaucoup de gens... Je sais pas si je pourrais dire que beaucoup de gens voudraient avoir, mais une situation qui était très confortable financièrement, et même au niveau appartement, enfin voilà. Mais pour moi, ça ne me convenait pas. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est trouver ce qui nous convient à nous. Pas ce qui convient de manière générale. Et c'est ça qui m'a poussé à partir, c'était que depuis des années, je répétais une chose à moi-même et aux autres, c'est je suis un développeur, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de devenir artiste. Du coup, ça me donnait une excuse pour ne pas travailler très dur à être un développeur, parce que c'est pas ce que je veux faire, et de travailler un petit peu pour devenir artiste, mais ne pas en faire assez pour vraiment me lancer dedans. Ouais. Du coup, j'avais des excuses au niveau des deux côtés, et j'avançais pas. Et c'est ça qui, après un moment, m'a fait décider, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester le cul entre deux chaises à ne pas avancer. Et après, je pense que ça dépend des gens personnellement, si ils sont satisfaits avec leur situation, si c'est ce qu'ils veulent. Il faut prendre le temps, en fait, de décider, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'avoir? Si c'est le cas, très bien. Restez là où vous êtes et justement continuez dans cette direction, parce que c'est la bonne. Mais si c'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut faire un changement quelque part. Mais il n'y a que vous qui soyez capable de décider où le changement doit prendre effet. Ça m'évoque un truc... en fait, t'es le deuxième artiste que je vais dire. Ouais. Et le premier, donc c'est Matt, c'est un de mes amis, qui lui a mis énormément de temps à se décider, parce que lui, il était dans une zone de confort, on va dire, où il était salarié. Il bossait pas du tout dans le domaine de l'art, il était à l'usine, en fait. Ouais. Parce qu'il avait dû prendre un job alimentaire qui avait duré une année, 2 années, puis 15 ans, je crois, au total.
Ça va vite. Et tous les ans, mais ouais, c'est ça. Et tous les ans, je l'entendais dire, ah non, l'année prochaine, je quitte l'usine, l'année prochaine, je quitte l'usine. Et en fait, il avait la trouille de quitter l'usine, ce qui est normal pour se lancer dans un truc complètement inconnu. Et en fait, toi, t'as eu cette espèce de déclic où tu t'es dit, bah j'y vais, je me jette dans le vide et puis on verra bien. Et en fait, lui, il a eu besoin d'une confirmation extérieure, en fait, qu'il avait le droit de le faire, presque. Parce qu'on on a travaillé tous les deux, justement, pour qu'il fasse son plan et qu'il puisse se mettre à son compte, etc. Et c'est intéressant de voir que vous avez eu la même démarche, à peu près au même âge en plus, et que lui, en fait, il a eu besoin de cette confirmation extérieure, que toi, ça t'est venu de l'intérieur, et puis tu te dis, j'y vais. Ça m'intrigue, en fait, cette différence de processus dans la prise de décision, tu vois, dans le passage à l'action entre deux personnalités différentes. J'ai toujours été, j'ai envie de dire solitaire. Disons que j'ai eu quelques soucis de dépression. J'ai eu quelques soucis où justement je me suis isolé énormément et j'ai passé beaucoup de temps tout seul. Est-ce que ça existe des artistes qui sont pas un peu dépressifs? Oui, c'est le stéréotype de l'artiste torturé qui... oui, non mais oui. Après, je sais pas si... Tu te tortures pas, t'as pas besoin de créer, j'ai l'impression. Bah après, si tu te regardes pas toi-même à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à créer. Ou alors c'est juste copier des choses qui existent déjà et ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que j'ai toujours eu besoin de validation extérieure. Et en fait, j'en ai rarement reçu. Et quand je l'ai reçu, si ça venait d'une femme, je tombais amoureux de cette femme. Si ça venait d'un travail, je donnais 300% de mon énergie à ce travail parce que justement, j'avais cette validation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai fait ce choix. Et ce choix, c'était aussi pour essayer justement de me donner à fond, pour essayer d'avoir cette validation sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, d'essayer d'avoir validation que j'ai choisi le bon chemin en termes de carrière, parce que je quittais quand même tout ce que j'avais. Donc j'avais besoin d'une certaine validation à un moment donné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 ans, donc je suis parti il y a 3 ans d'Angleterre, je viens finalement de comprendre qu'on n'a pas besoin de validation extérieure. Et là, ça vient de me retirer un poids énorme, parce qu'en fait, la seule validation qu'on a, c'est la sienne. Donc c'est très bien d'avoir la validation des autres, et ça fait plaisir à l'ego, etc. Mais le problème, c'est que si on attend la validation des autres, les autres sont occupés avec leur propre vie. Avec leurs propres problèmes, ils ont leurs propres choses à gérer. Et même s'ils approuvent, ils ne vont pas forcément le dire. Même s'ils approuvent, ils ne vont pas forcément être là quand vous en avez besoin. Et si vous comptez là-dessus, le problème c'est que si vous ne l'avez pas, bah vous allez vous sentir mal, alors qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez être le meilleur artiste ou faire tout ce que vous avez besoin de faire pour réaliser votre rêve, mais si vous comptez sur la validation pour continuer, si vous ne l'avez pas, vous allez arrêter. Alors que vous faites peut-être toutes les choses comme vous avez besoin de le faire. Donc le plus important, c'est de comprendre quel est votre rêve et de comprendre qu'en fait, c'est que votre rêve à vous. Et que du coup, vous êtes tout seul là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de gens autour, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être supporté, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de soutien ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vous êtes le seul à avoir un intérêt dans ce que vous faites. Initialement. Et ensuite, quand tu commences à montrer ton art autour de toi et que tu te rends compte que tu peux inspirer, ça peut être aussi une source de validation. C'est une source de contribution. Là, justement, on arrive à un point où vous contribuez aux autres à les aider à réaliser leurs rêves, vous contribuez comme toi, tu es en train de faire là. Contribuer aux autres, en fait, vous faire ressentir que vous avez de la valeur, vous faire ressentir bien à propos de vous-même. Même s'ils ne l'acceptent pas, même s'ils ne sont pas contents, même peu importe. C'est vous, avec vous-même, comme quand vous donnez de l'argent à un mendiant, ça vous fait plaisir à vous, peu importe si le mendiant il décide, non, mais t'aurais dû me donner 20 € au lieu de 2 €. Peu importe. Mais c'est vous avec vous-même. Avoir la validation parce que vous aidez les autres, c'est pas sain, c'est une transaction. Ah oui, non, alors, effectivement, mais l'idée ce serait que tu as la validation, enfin, tu inspires les autres une fois que toi, tu as fait ce travail de propre validation sur toi. Et qu'en fait, c'est pas ta motivation, c'est ta récompense. Même si
c'est un terme que j'utilise avec les chevaux, c'est-à-dire que tu vas pas donner un bonbon à un cheval dans l'espoir qu'il fasse ce que tu attends de lui. Ouais. C'est tu fais un truc avec lui, tu fais passer un message, etc. Et ensuite, il y a la récompense, et il se dit ah finalement c'est pas mal, je recommencerai bien l'exercice que j'ai fait parce que j'ai eu une récompense. Mais au début, il peut pas le savoir, et que l'idée c'est de se dire je fais les choses pour la beauté de l'art, mais par la suite, je suis quand même content de recevoir les fruits de ce que ça a produit chez les autres, en fait, mon art. Bien sûr qu'il y a une satisfaction à recevoir une récompense quand vous faites les choses bien, etc. Le problème que j'ai avec ça, c'est que si vous ne recevez pas de récompense, est-ce que vous continuez ? Ah non, il faut se dire que la récompense, c'est un bonus. C'est ça. C'est pas ce qu'on attend. Et c'est ça qui est important, la différence à faire, en fait. Ouais. C'est que la validation n'est pas quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui est un bonus, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai eu énormément de mal avec ça, justement, avec les réseaux sociaux. Surtout aujourd'hui, où il y a énormément de gens qui postent, il y a énormément de choses qui se passent, et c'est très dur d'être vu. Si la validation est quelque chose de primordial que vous avez besoin d'avoir pour continuer, et ben, vous allez avoir un gros problème. Parce que les gens, j'ai envie de dire, les gens sont égoïstes. Oui et non. Disons que les gens sont dans leur bulle. Et si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas proche, ou s'il n'y a pas justement un intérêt qui le lie à eux, vous allez avoir de la difficulté à être vu, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que le plus important, c'est la validation que vous avez pour vous-même. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens pour moi ? Est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire ? Les autres, ça viendra plus tard. Surtout en tant qu'artiste, si vous faites de l'art pour satisfaire les autres, vous ne faites pas de l'art qui vous satisfait vous. Du coup, vous ne faites pas ce qui vous fait kiffer. Oui, donc en fait, c'est pas répondre à une demande extérieure, c'est sortir ce qu'on a à l'intérieur et voir si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, c'est quand même valable. De la même manière, tu es sur le chemin pour réaliser tes rêves et tu veux aider les autres à faire la même chose. Parce que pour toi, ça a du sens. Tu fais pas ça en te disant je fais ça pour gagner de l'argent, que les gens me donnent de l'argent parce que je les aide à réaliser leurs rêves. Tu vois, il n'y a pas de transaction. Tu fais ça parce que ça a du sens pour toi. Pas pour avoir la validation des gens, pas pour avoir un échange monétaire. Un peu quand même, parce que je suis faite de chair et de sang, et j'ai des factures à payer, tu vois. Mais non, mais effectivement, c'est pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'un autre métier où je gagnerais beaucoup plus, mais je serais moins dans la relation à l'autre. Exactement. Je pars du principe que si vous faites ce que vous aimez, si vous poursuivez vos rêves, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre plaisir à faire ce que vous faites, vous allez aider les autres, vous allez contribuer aux autres, et il y a une récompense monétaire qui va venir naturellement. Ça sera peut-être pas 1 million d'euros, ça sera peut-être pas une reconnaissance mondiale et vous allez devenir célèbre comme les stars de cinéma, mais vous allez être satisfait de vous-même, vous allez être heureux. Je pense que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont à la recherche de célébrités, sont à la recherche de grosses sommes d'argent, ils sont à la recherche de faire une vidéo sur Instagram qui va être vue par le monde entier, et ils se bloquent sur le fait que si ça ne fonctionne pas, si ils n'ont pas ce résultat-là, c'est qu'ils ont échoué. Ce qui est absolument faux. Bah, c'est la recherche de la validation extérieure. Exactement. Parce que l'ego qui se dit que s'il n'est pas aimé par tout le monde, ça met l'être en péril, quoi. Et si vous essayez d'être aimé par tout le monde, vous êtes aimé par personne. C'est vrai. Ouais. L'ego. Après, l'ego... souvent, en plus dans toutes les disciplines de développement personnel et tout ça, on dit « Ah, il faut tuer l'ego, il faut tuer l'ego. » Moi, je suis pas sûre. Parce que, en un sens, l'ego, c'est quoi ? C'est ton identité extérieure qui s'est construite au fur et à mesure de ton parcours et qui est là pour te protéger. T'as dit « Attends, là, c'est dangereux, fais gaffe, va pas là, etc. » Et qu'ensuite, on s'identifie à ce truc-là alors qu'on n'est plus dans la situation traumatique qu'on a pu vivre. Et qui a généré cet ego-là. Et moi, je trouve que les gens qui disent « faut tuer l'ego », ben non, faut l'aimer, en fait. Et se demander... moi, c'est vrai que je découvre Instagram, puisque je suis une vieille personne, et que je me suis mise dessus il n'y a pas longtemps, et j'hallucine du mimétisme, en fait, que font les autres en se disant si je fais comme un tel qui a énormément de followers, qui fait des vidéos comme ci, machin... Genre, typiquement, les nanas qui se maquillent en racontant une histoire...
Oui. Pourquoi en fait? Parce que c'est l'effet mouton. Mais voilà, parce qu'elles se sont dit, ah oui, mais comme machine, elle a eu des millions de vues en faisant ça, je vais faire la même chose, donc les gens vont me regarder, donc ils vont m'aimer. Et je trouve ça effrayant, honnêtement, de me dire, plutôt que de se dire, je fais un truc bien pour moi, pas forcément de l'art, mais en tout cas, je fais un truc qui m'apporte de l'équilibre, de la joie, je parle même pas de bonheur, mais juste de la joie dans l'instant. Est-ce que ça peut pas me suffire? Est-ce que le petit shoot de dopamine que j'aurai quand je verrai que j'aurai tant de likes sur ma vidéo, ça vaut la joie que j'aurais eue pour moi toute seule avec personne qui regarde à côté? Et c'est ce travail sur l'ego là, de se dire mais c'est pas grave en fait, on t'aime bien même si tu te maquilles pas devant ton téléphone. C'est le problème de s'accepter pour nous-mêmes et accepter nos différences en fait. C'est accepter d'être différent des autres. C'est sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Quand vous faites des vidéos, vous choisissez pas forcément la musique que vous voulez. Vous allez choisir la musique qui est en train de tourner sur Instagram et qui va vous assurer des vues. Du coup, tout le contenu que vous faites, et comme tu le dis, même sur la vidéo en elle-même et ce que tu fais sur la vidéo, c'est essayer de copier une trend pour essayer d'être vu. Et justement, c'est perdre son identité. Pour revenir sur l'ego, je pense que l'ego, le mot en lui-même, il y a un côté péjoratif dessus. Quand on dit ego, on pense à quelqu'un qui se vante. On pense à quelqu'un qui se pense supérieur aux autres. Et pour moi, c'est la première chose qui me vient en tête quand on parle d'ego. Alors que pas du tout. Ego, c'est juste avoir une personnalité, c'est juste être soi-même. C'est de la manière dont je le vois. Surtout en France. Donc je me suis baladé un petit peu, j'ai vu un petit peu les différences dans les cultures. Et en fait, en France, on va dire que quelqu'un a un ego surdimensionné ou quelqu'un est vantard quand ils vont être capables de partager leur réussite. Ouais. Si en France, vous partagez votre réussite, ou partagez le fait que vous avez une promotion, ou que vous avez réussi, ou vous partagez votre salaire qui est plus important que les gens qui sont à côté, ils vont se sentir mal parce qu'ils vont se sentir inférieurs à vous. Et dans ce cas-là, ils vont vous dire vous êtes un vantard, tu es un moi-je, ou voilà, faut que tu arrêtes de te vanter, tu as un ego surdimensionné. Alors que vous allez au Japon, vous allez en Amérique, si vous dites que vous avez une promotion, les gens ils vont faire la fête, ils vont vous inviter au resto où vous n'allez pas payer, parce qu'ils vont justement célébrer le fait que vous avez fait quelque chose de bien et que vous avez réussi. Et c'est toute la différence en fait entre les cultures, c'est est-ce que vous avez une culture ou une mentalité qui essaye de pousser les autres vers le haut, ou est-ce que vous essayez de tirer les autres vers le bas pour pas vous sentir comme quoi vous n'avez pas avancé? C'est un choix à faire, soit vous vous élevez, soit vous rabaissez les autres. Je me demande si cette tendance-là qu'on a en France, ça vient pas de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Parce que quand je me souviens de mes cours de droit, je sais plus quoi, c'était du droit constit, et puis histoire des idées politiques. Le concept qui prime aux États-Unis, c'est la liberté. Le concept qui prime en France, c'est l'égalité. Et ça a défini pas mal de politiques publiques et pas mal de mentions qui ont été faites dans les textes, notamment constitutionnels, et qu'aux États-Unis, tu dis ah non mais je veux être libre, voilà, libre arbitre, liberté d'action, je fais ce que je veux, liberté d'entreprendre, etc. Et qu'en France, on a beaucoup plus cette culture de se dire il faut compenser les inégalités. Donc il y a eu beaucoup plus de politiques, la discrimination positive, c'est arrivé beaucoup plus tard en France. Pourquoi? Parce qu'on se dit mais non mais tout le monde est égal, on va pas dire qu'on fait de la discrimination positive. Et donc c'est pareil avec la laïcité. Ouais, mais on est un pays laïque et c'est pas qu'on accepte toutes les religions, c'est qu'on refuse toutes les religions. Ce qui est pas du tout le principe de la laïcité. C'est que l'État est libre des religions. Oui, mais du coup elle s'implique dans les religions. En mettant des lois comme quoi tu peux pas porter un burkini, enfin après c'est un débat complètement différent, mais il y a une sorte d'hypocrisie on s'implique pas, mais du coup on s'implique. Ah oui, ça après je me demande. On fait pas de discrimination, mais du coup si tu es différent, tu es discriminé. Je pense que c'est de la politique politicienne, c'est un peu de la démagogie aussi sur certains points. Mais pour revenir à l'aspect de l'égalité, je sais pas qui de la poule ou de l'œuf a commencé. Est-ce que c'est qu'on avait déjà cette mentalité en France de dire il faut niveler tout le monde pour que tout le monde ait la même chance de réussir et que du coup mettre en avant le fait qu'un tel il a fait
comment dire, il a eu une réussite spectaculaire, etc. On se dit ouais mais c'est suspicieux, ça veut dire que il a triché, qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé, qu'il n'a pas été l'égal des autres. Et je sais pas si c'est qu'on avait cette mentalité avant et que ça a été inscrit dans nos institutions, ou si nos institutions ont poussé ça parce qu'il y a eu une volonté politique installée dans les dernières décennies. Je pense à la Ve République par exemple. Je pense que c'est culturel. Si tu regardes la Révolution française, on a mis à bas les gens qui se sentaient supérieurs aux autres. Et je pense qu'on a toujours ce style de mentalité où si tu te crois supérieur aux autres, tu es méchant et il faut que tu sois mis à la guillotine, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la France, à l'heure actuelle, ça c'est mon opinion personnelle, je sais que ça peut ouvrir un débat, etc. Mais je pense que la France se repose sur ses acquis passés, se repose sur sa gloire passée. Ça c'est d'un point de vue anglo-saxon, je trouve, parce que... Mais anglo-saxon ou en dehors de la France, où il y a beaucoup de pays qui disent ouais, la France c'est bien, mais ça fait longtemps que vous n'êtes plus le... C'est ça, parce que quand tu regardes, les Français parlent très peu anglais. Pourquoi? Pourquoi? Une des justifications, c'est que le français c'était la langue internationale avant, et que du coup on est toujours très fiers de ça, même si c'est plus le cas, mais on reste là-dessus, les gens devraient parler français. On a aussi, la France était... un grand pays militaire, une grande puissance économique, etc. Je suis désolé, c'est plus le cas. Quand on voit la Seconde Guerre mondiale où on s'est rendu et le monde entier le sait et on passe pour des... Voilà. Mais les Français, en fait, veulent garder leurs acquis, que ce soit les acquis, les bénéfices sociaux, etc. Et jamais les perdre pour avancer et avoir quelque chose de nouveau. De la même manière, on est aux 35 heures en France. Je sais, c'est très polémique ce que je dis, mais on est aux 35 heures en France, et les affiches que je vois pour les élections à l'heure actuelle, c'est gagner plus en travaillant moins. Alors qu'on est le pays qui travaille le moins en Europe. Et on nous rabâche à la télé qu'on est les plus productifs, alors que c'est pas du tout le cas. Si. En rentabilité, si. On est effectivement, on travaille moins d'heures, mais on est beaucoup plus productif au ratio. Mais il y a même des pays qui travaillent encore moins que nous à la semaine, mais qui sont tout aussi productifs. Et à côté de ça, tu vas avoir des pays qui ont moins de normes sociales, moins de minima sociaux sur les salaires minimums en fait, et qui vont avoir des gens qui ont 2-3 boulots, qui bossent 60-70 heures par semaine et qui peinent à joindre les deux bouts. Donc tu vois, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Donc je pense qu'on a, par rapport aux acquis qu'on a, on dit ouais les Français ils râlent, ouais ils sont jamais contents. Bah oui, mais pourquoi on a ces acquis là? Parce qu'il y a eu 1936, parce qu'il y a eu 1968, parce qu'il y a eu des gros mouvements sociaux où les gens ont râlé très très fort, où ça a été extrêmement violent, mais il y a eu des acquis sociaux qui sont sortis de ça. Et suite à ça, on se dit ah bah oui mais c'est bon, vous êtes dans un pays où vous avez tout, pourquoi vous vous plaignez? Ben c'est parce qu'on se plaint qu'on a tout en fait. Moi je vois les choses dans l'autre sens. Et quand j'entends dire oui mais les Français ils râlent tout le temps, et qu'en plus c'est des gens qui viennent de pays anglo-saxons, ultra-libéraux, etc., qui disent « Ah, c'est bien votre pays quand même, hein, les routes, elles sont en bon état. Ah, puis quand vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné gratuitement. » Bah oui, mais après, faut pas se plaindre qu'on râle, parce que ça va ensemble. Je dis pas, c'est en train de se détériorer, mais en tout cas, c'est la réputation qu'on a, mais on a des taux de prélèvements sociaux et fiscaux, etc., qui crèvent le plafond, je suis d'accord, on est revenu... Je crois que j'ai entendu il y a pas très longtemps qu'on est redevenu le pays qui taxe le plus. Ouais. Il y avait quelqu'un qui était passé devant nous, mais de quel droit on est français, on taxe. Mais par contre, de l'autre côté, on a aussi ce confort-là que peu de pays ont, même si c'est en train d'être... Après, tout vient à un prix, parce que je sais que moi, dans les pays anglo-saxons, la liberté que j'ai eue là-bas est complètement différente, dans le sens où, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai dû trouver un appart, j'ai pas eu besoin de garant, j'ai pas eu besoin de contrat de travail, mais en contrepartie, si je peux pas mon loyer, je suis à la rue. Le lendemain. Ah oui. Il n'y a pas de « Ah bah non, c'est l'hiver et tout, on va attendre l'été, passer 2 ans sans payer ton loyer. » Non, ça, dans les pays anglo-saxons, c'est pas comme ça. De la même manière, comme je disais au début, les pays anglo-saxons ont plus de liberté à donner une chance pour un premier emploi. Parce que si vous faites mal le boulot, vous êtes viré. C'est, voilà. Soit vous avez la sécurité qui est du côté de l'employé ou du locataire, soit vous avez le droit pour le propriétaire et l'employeur de gérer ses employés et ses locataires comme ils le veulent. C'est à savoir où vous voulez la liberté. Mais le plus
vous mettez des contraintes justement au niveau des business, le plus vous mettez des contraintes justement business, pour évoluer, le moins vous allez avoir d'opportunités pour les entreprises de grandir, surtout les petites entreprises. Oui. Parce que c'est eux qui payent le prix justement de toutes ces lois qui protègent l'employé. Pour en revenir sur le sujet... C'était quoi le sujet déjà? Donc le sujet, c'est réaliser nos rêves. Ah oui. Donc pour en revenir à ça, je pense que voilà, c'est... Est-ce que vous êtes dans votre boulot parce que c'est un moyen de subvenir à vos besoins et vous n'avez pas la passion de le faire? Ou est-ce que vous êtes dans le boulot qui est la réalisation de vos rêves? Et dans ce cas-là, on s'en fout en fait de travailler plus d'heures, on s'en fout de faire plus, on s'en fout des acquis qu'on a. Et je pense que c'est ça le plus important. Est-ce que vous êtes à la poursuite de vos rêves et vous faites ce qui vous passionne? Ou est-ce que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas? Et dans ce cas-là, c'est justement, est-ce que j'ai ce que j'ai le droit d'avoir? Ou est-ce que je donne trop, etc., etc. Et ça, c'est la question que chacun doit se poser, parce que il n'y a pas de boulot qui soit mieux que les autres. Je sais que moi, par exemple, j'adorerais avoir un café et de servir du café aux gens et de discuter avec les gens toute la journée. Moi, ça serait un truc qui me ferait kiffer. Et pourtant, c'est pas le boulot qui va vous rapporter le plus d'argent, c'est pas le boulot qui est le moins ingrat, parce que ça fait des heures de fou dans une journée. Et voilà, c'est à savoir qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui vous ferait vous lever le matin en vous disant chouette, une nouvelle journée. On s'en fout si c'est dimanche, on s'en fout si c'est samedi. Et ça, pour moi, c'est ça la réalisation de nos rêves. C'est pas atteindre un statut, c'est pas atteindre un job en particulier, c'est juste... Ce que j'ai réalisé, c'est que le rêve est dans la poursuite de votre rêve, mais pas dans son acquisition. Par rapport à ton passage à l'action, ouais. Et ça fait un peu le lien aussi avec ce que tu viens de dire sur les gens qui acceptent de vivre un métier où ils sont pas forcément passionnés par ça, mais est-ce que ça fait peur de passer à l'action? Quelle peur tu avais, si tu en avais, et est-ce qu'elles se sont réalisées, ces peurs-là? Oui. Alors ma peur, c'était justement de tout perdre, d'avoir fait le mauvais choix, c'était de ne pas avoir cette validation dont j'avais énormément besoin, c'était oui, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Écoutez, je pourrais avoir perdu tout mon argent, je pourrais avoir passé énormément de temps sans avoir de validation sur les réseaux sociaux, sans faire aucun argent avec mon art, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai fait 2 ans de van life, et j'ai dépensé plus de 20 000 euros dans la conversion du van, pour l'équiper, pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis retrouvé en faillite financière, c'est-à-dire qu'au bout de la première année, le plan que j'avais, c'était que j'avais une société en Angleterre. Du coup, j'ai acheté le van avec la société et j'ai essayé de mettre tous les frais du van sur la société en disant je deviens un influenceur sur les réseaux sociaux et du coup, c'est mon outil de travail. La conversion, la vie à l'intérieur, c'est mon outil de travail, c'est mon moyen marketing en fait. Sauf que mon comptable a quitté son agence et je me suis retrouvé avec un nouveau comptable qui m'a dit non, c'est pas légal. Vous ne pouvez pas avoir le van dans votre société, vous ne pouvez pas mettre les frais du van dans votre société. Du coup, les 20 000 euros que vous avez mis, au lieu de réduire vos impôts, vous les ajoutez. Du coup, j'étais parti avec 40 000 euros de budget pour faire ma vie pendant quelques années sans avoir de revenus avec mon art. Et du coup, les 20 000 plus 19 000, je crois que j'ai payé en impôts cette année-là. Je me suis retrouvé avec 0 sur mon compte. Sans aucun revenu, alors que ça faisait un peu plus d'1 an que je dessinais tous les jours, que j'essayais de mettre des vidéos sur YouTube, sur Instagram et sur tout, et que j'avais aucune validation. Et là, vous vous retrouvez sans rien. Et vous vous dites, ah bah merde, je gagnais très bien ma vie, j'avais tout, puis là, je n'ai plus rien. Littéralement, j'ai un van qui n'est pas fini d'être tapé, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche, j'ai pas d'argent. Et le pire, c'est que c'était à l'époque où le prix du gasoil, enfin le prix de l'essence avait grimpé au-dessus de 2 euros le litre. Et j'ai un Volkswagen de 1985 qui prend du 15 à 20 litres au 100. Wow. Ouais, donc voyager, non. J'ai plus de rentrée d'argent, je peux pas payer l'essence, je suis complètement bloqué et j'ai aucun moyen de faire de l'argent. Donc, ouais, compliqué. Cette même année, donc je bosse, donc ça s'est passé, les impôts en Angleterre, vous les payez à la fin de l'année. L'année fiscale, c'est d'avril à avril, mais du coup la limite c'est fin décembre pour le payer. Donc début d'année 2022, je me retrouve sans argent.
Je reviens chez ma mère ici en Picardie où je me dis ok, bon là j'ai pas de frais et je bosse comme un taré. Je bosse 10 heures par jour à faire du dessin, à poster en ligne, à essayer de vendre mes illustrations, à essayer de prendre des commissions pour faire des dessins pour les gens. Je suis complètement ignoré, je n'ai aucun retour, aucune validation et je continue de bûcher. Arrive l'été, comme j'avais un trop perçu au niveau des impôts, j'avais un petit peu trop donné, parce qu'en gros ils avaient jugé que j'allais continuer de gagner la même somme d'argent l'année suivante, ils m'ont redonné un petit peu d'argent. Donc là je gagne, je crois qu'ils m'ont redonné 1000-1500 euros. Donc là je me fais, je peux souffler un petit peu, je vais aller sur Paris, je vais aller sortir avec un pote, je vais aller boire un verre, je vais me détendre, vous savez j'ai bossé énormément, je vais prendre une minute pour moi. Et ça c'est une histoire vraie ce que je vais raconter. On part sur Paris, on se retrouve dans un pub anglais, où je kiffe parce que justement je parle anglais, ce qui faisait un moment que j'avais pas fait ça depuis un moment. Je fais copain avec le propriétaire, je fais copain avec le staff, je fais copain avec tout le monde dans le bar. Je passe une journée merveilleuse, ça fait vraiment du bien après tout ce que je viens de vivre. Le souvenir suivant que j'ai, c'est que je me réveille dans une cellule avec le nez cassé, une dent de ventre cassée et je risque la prison. Et je suis à moitié à poil. Les explications que j'ai au compte-gouttes, parce que je suis resté 2 jours en garde à vue, c'est que j'aurais détruit un restaurant, tabassé un mec à coups de chaise, et je me serais battu avec le propriétaire. Pire que ça, il m'aurait foutu dehors une première fois, je serais re-rentré par les cuisines, où j'aurais essayé de choper un couteau, je me serais battu avec le cuistot pour le couteau, heureusement que j'ai pas gagné, et que je l'ai pas utilisé, je me serais battu avec les policiers quand ils seraient arrivés pour m'arrêter, et j'aurais fini aux urgences où j'aurais été très peu coopératif avant qu'ils m'amènent finalement en cellule. Où je me suis réveillé à moitié à poil parce que je me serais vomi dessus. D'accord. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'il faut que je parte tout de suite Non mais voilà. Donc je me suis retrouvé avec un casier judiciaire. Donc aujourd'hui j'ai un casier judiciaire pour violence alors que je suis une personne... Enfin je suis une personne très calme. C'est pas du tout l'énergie que tu voilà. dégages, hein, clairement. Et je me suis jamais battu de ma vie. Encore aujourd'hui, j'ai aucune mémoire de ce qui s'est passé. Est-ce que les témoignages de ces gens étaient vrais ou pas? Quand je suis allé au tribunal et tout, il y a plein de choses bizarres dans leurs témoignages, mais comme moi, je n'ai aucune version, j'ai aucun moyen de me défendre. Est-ce que je me serais fait droguer dans le bar? Et justement, j'aurais pété un câble avec l'alcool, enfin avec l'alcool plus la drogue, parce qu'il faut savoir que je suis parti apparemment du pub sans mon pote. Donc je l'aurais esquivé, je serais parti sans qu'il me voie. J'aurais laissé mon téléphone, mes lunettes, mon casque et tout sur le bar, comme si j'étais juste sorti pour rentrer. Alors que non, j'aurais divagué pendant 1 heure ou 2 pour trouver un resto complètement aléatoire à attaquer, sans aucune raison. Voilà. Donc nez cassé, je me retrouve voilà, en plein mois d'été à revenir ici, la queue entre les jambes, sans avoir de médecin attitré, parce que je viens juste de rentrer en France. Puis en plus c'est l'été, ils sont en vacances, sans pouvoir voir de dentiste, parce que de la même manière ils sont tous en vacances au mois d'août. Et voilà, à essayer de retrouver des soins. Et encore une fois, la vie, quand elle veut vous balancer des trucs à la gueule, c'est jamais qu'une seule chose, parce que je reviens donc avec tout ça, tous ces problèmes de santé, et mon chat commence à mourir. Donc mon chat que j'avais à Londres, que j'avais amené avec moi dans tous mes trajets, a un problème de globules rouges, et en gros, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc pendant 1 mois, donc en septembre, pendant le mois de mon anniversaire, en gros, moi, je suis au plus mal. Mon chat est en train de mourir, et il n'y a rien que je puisse faire, et mon chat était très important pour moi. Ma vie d'artiste, elle est toujours à 0. Je n'ai toujours aucun revenu et aucun argent. Et là, pour moi, j'ai touché le fond, et je me dis, merde, t'avais tout, t'as tout abandonné, t'as tout perdu. Et là, t'as aucun prospect de... Enfin, il n'y a rien en fait à l'horizon qui te dit tu vas tout récupérer. Donc on peut dire que rien ne s'est passé comme tu l'imaginais. Rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Et que toutes tes peurs sont réalisées. Exactement. Et même plus que... Et même plus. Je pensais pas que je pouvais toucher le fond et continuer de creuser autant. Quoi. Ça a été compliqué. Mais, D'accord. Mais c'est là où je me suis dit, au lieu... Parce que toute une question de choix et de point de vue en fait. J'aurais pu prendre tous ces événements en me disant, tu sais quoi, t'as fait une connerie, retourne à Londres, reprends ta carrière d'avant, récupère un maximum de ce que t'as perdu et oublie la vie d'artiste. Au lieu de ça, ce que j'ai décidé, c'est de me dire, écoute, si tu prends
ta vie comme un bouquin ou comme un film. Là, ça serait le moment, aux 2 tiers du film, où le héros s'en prend plein la gueule, mais là où il se relève pour justement avoir la bataille finale, et là où il va finalement réussir et gagner. Et j'ai choisi de le voir comme ça. J'ai choisi de le voir, ok, ça peut pas être pire. Et honnêtement, si j'arrive à gérer cette situation-là, je pense que je peux tout gérer. Et c'est là où on revient sur cette idée de résilience, de dire, Ouais, carrément. si tu arrives à accepter ce genre d'événement et de continuer, mais la validation des autres, ou même le manque de validation, ou même la critique des autres, mais tu t'en fous. Ça n'a aucun intérêt, parce que tu fais les choses pour toi. T'as déjà échoué monumentalement. Il n'y a rien d'autre qui puisse arriver. Ouais, et ça m'évoque justement le rapport à l'échec. J'allais te demander ce qui avait planté. Je pense Tout. que c'est bon. On a fait le tour. Et par rapport aux peurs dont on parlait, quand tes peurs, elles arrivent, t'es invincible en fait. Une fois qu'elles sont arrivées, tu dis, ben, je suis encore vivant, je suis encore debout. Moi, c'est quand ma mère est morte, je me suis dit, oh, là, tu sais, les fondations de ma maison tremblent, quoi. Et je me suis dit, en fait, je suis qui ? Parce que comme je suis fille unique, mon père est mort, ma mère est morte, donc mon père est mort, j'avais 28 ans, ma mère, j'avais 33. Et je me suis dit, en fait, les souvenirs d'enfance que t'as, où tu vois, j'avais 5 ans, je faisais les mots croisés de mon père, ou quand le jour où il a ramené une chienne et qu'en fait elle était pleine et qu'elle a eu 9 chiots et tout, si moi je m'en souviens pas, ça n'a jamais existé. Ouais. Non mais c'est ça. Et là tu fais waouh, ça fait bizarre. Est-ce que je suis toujours la même personne ? Quelle est ma personnalité ? Qui je suis ? C'est pas évident, mais après c'est pour ça aussi je pense que les gens ont tous une histoire qui est différente et ont tous une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Mais voilà, c'est pas une question d'être célèbre, c'est pas une question d'avoir un ego parce que t'écris une biographie, enfin une autobiographie. C'est voilà, ton histoire est unique, il y a de la valeur. Et je pense que si on a tous cette démarche quand on rencontre de nouvelles personnes de dire elle a une histoire qui est merveilleuse ou qui vaut le coup d'être écoutée, on aura une approche complètement différente des étrangers. C'est ah bah écoute, raconte-moi ton histoire, je te raconterai la mienne, et on est tous dans le partage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, et dans le partage et dans l'apprentissage aussi, parce que moi, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, depuis que je fais le podcast, mais j'ai la banane, et quand je fais les montages du podcast, je suis trop bien, et machin, il m'a raconté ci, un tel, il m'a raconté ça, et je trouve ça hyper enrichissant de se rendre compte que on traverse tous les mêmes difficultés, tous les mêmes états d'âme, etc., et que, avec ma toute petite échelle, je me dis que ma contribution, c'est d'aller dire aux gens qui ont peur des choses qui pourraient leur arriver, vous inquiétez pas, moi tout m'est arrivé, je vous explique, je suis encore debout, ça va bien se passer. C'est ça. Et en fait, c'est ça ma démarche dans le coaching, mais aussi avec le podcast, de montrer aux gens que on peut y aller, c'est pas grave. Mais après, il y a aussi la question de est-ce que vous avez mis un sens à vos... Enfin, pas un sens. Est-ce que vous avez défini vos peurs ? Parce que la plupart du temps, en fait, on a peur de se lancer, on a peur de faire les choses, parce qu'on se dit ça va être dangereux ou ça va faire mal ou quoi que ce soit. Mais on n'a jamais clairement défini ce qui pourrait se passer de négatif. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a jamais, par exemple, vous vous lancez dans un business, vous avez peur que ça va être la fin de votre vie. On a des peurs qui sont complètement irréalistiques. Alors que vous n'allez pas mourir si vous le faites. Oui, vous allez peut-être être dans une situation financière qui va être très désagréable. Oui, vous allez peut-être devoir travailler des heures qui sont incohérentes au milieu de la nuit ou pendant les week-ends. Mais ça, c'est des peurs qui sont réalistes. Et ça, vous pouvez le gérer. Mais les peurs que vous n'avez pas définies, la peur que si vous montez sur scène pour faire un speech, vous allez mourir. C'est pas possible. Vous n'allez pas mourir. Mais pourtant, on s'arrête à ça de dire non, mais je peux pas parce que je vais mourir si je le fais. Non. Arrêtez-vous, dites-vous, ok, quel est le pire qui puisse se passer ? Et une fois que vous avez défini ça, vous vous rendez compte, en fait, c'est gérable. Une fois que c'est défini. Et puis même si on se dit, ah ouais, je saurais pas le gérer, je vais apprendre à le gérer. C'est ça. C'est ça aussi, et il y a un exercice, enfin c'est pas exactement sur la peur, mais c'est quand on se projette dans une situation, soit qui nous fait peur, soit dont on a envie, on a souvent tendance à se dire, bon, si c'est une situation qui me fait peur, je vois tous les inconvénients, mais je vois pas les avantages. Et si c'est une situation agréable, je vais voir tous les avantages, mais pas les inconvénients. Et du coup, c'est un exercice que je fais souvent pour moi, et du coup, je conseille aussi aux gens de faire, de dire,
Ok, tu veux avoir, je sais pas, tu veux avoir tel boulot, telle situation. Tu vois les avantages. Ouais. Quels seraient les inconvénients? Ouais. Est-ce que tu es prêt à accepter ces inconvénients-là? Et la situation dans laquelle tu te trouves, si je prends l'exemple de Mathieu, qui bossait à l'usine et qui n'arrivait pas à avoir le déclic pour quitter l'usine et pour se mettre à vivre de son art, quel avantage il avait à rester à l'usine? Ouais. Parce qu'il n'y avait pas que des inconvénients de se dire mon Dieu, je rate ma destinée, je suis pas en train de suivre ma vocation, ce genre de choses. C'est quel avantage tu avais aussi à faire ça? Ouais. Et est-ce que tu es prêt à te détacher de ces avantages-là pour aller vers des avantages plus lointains, plus incertains, mais beaucoup plus grands par rapport au sens que tu donnes à ta démarche? Ouais, complètement. Et ben ça, moi je trouve que ça aide vachement à prendre du recul. Et c'est un exercice que qu'une coach m'avait fait faire. J'ai fait un séminaire développement personnel il y a 5 ans qui a changé ma vie. Mais vraiment, en 3 jours, j'avais la peur au ventre. Quand j'y allais, je me disais, oh mon Dieu, pitié, pourvu qu'elle me parle pas, je vais mourir s'il m'arrive ça, justement. Donc je suis restée au fond de la salle comme ça, à pas bouger pendant 3 jours en me disant, pitié, pitié, faites qu'elle me voit pas. Je suis 1m75, c'est difficile de pas me voir. Et en fait, l'exercice qu'elle m'a demandé de faire, dans mon coin, je n'ai pas eu besoin d'intervenir, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je juge comme comportement? Qu'est-ce que je ne me permets pas de faire? Et moi, j'avais un jugement sur la prétention. Ouais. Je dis que quand on se met en avant, pour moi, j'ai peur qu'on devienne prétentieux. Pour moi, c'est plus important d'être humble. Elle me dit, ok, l'exercice que tu vas faire, c'est que tu prends un papier, un crayon, et tu notes 20 inconvénients que tu vois au fait d'être humble, et 20 avantages que tu vois au fait d'être prétentieux. Rien que ça. Je l'ai fait en une demi-heure, parce que c'est difficile d'aller chercher autant de choses comme ça. Et en fait, tu dis, ça démonte tout de suite le jugement que tu as sur telle ou telle situation ou sur tel ou tel comportement. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de jugement à avoir et que si tu n'as pas le jugement, tu n'as pas la peur. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est d'essayer de voir les choses sous un angle différent. C'est pour ça que des fois, ça aide d'en parler avec d'autres personnes, parce que justement, ils vont voir les choses d'une manière qui est différente. Mais voilà, ce genre d'exercice, c'est la même chose que essayer de se trouver des qualités. On a tendance à voir que nos défauts parce qu'on se concentre sur les choses qu'on n'a pas, on se concentre sur les choses qui sont négatives. De la même manière, les souvenirs qui nous reviennent en tête le plus souvent sont les souvenirs de nos échecs, sont nos souvenirs des choses qui sont difficiles, parce que justement, on veut se protéger et pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Il faut aussi prendre à l'inverse et se dire, ok, quelles sont les choses que j'ai bien faites? Et je pense que voilà, c'est comme avoir des lunettes en fait qui changent la réalité. On est tous dans le même monde, mais on voit tous les choses d'une manière différente. On a tous une perception qui est basée sur les lentilles qu'on met devant nos yeux, qui sont soit négatives, soit positives, soit, je sais pas, enfin, peu importe les traumas qu'on a eu dans le passé, peu importe nos expériences, mais on va tous interpréter les choses d'une manière différente. Et juste changer ces lentilles, juste changer ces lunettes, peut complètement changer votre vie. Et ça, c'est un choix personnel. Ça vient pas d'autre chose. Ça vient pas de il faut obtenir un boulot ou il faut avoir une certaine somme d'argent. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment un choix personnel d'en arriver à ce constat de se dire je peux juste voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Parce que vous allez dans les pays comme à Bali, Indonésie et tout, ils bossent 12 heures par jour, ils ont la banane toute la journée, ils gagnent rien, ils font des boulots de fou, mais ils sont heureux comme pas permis. Et ils ont rien. Si je pousse un peu plus loin, on choisit le bonheur ou on choisit le malheur. Oui. On choisit pas ce qui nous arrive, mais après on choisit de transformer ce qui nous arrive, ou pas. On choisit notre perception de ce qui nous arrive. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, quand j'étais dans mon van avec une rage dedans, une dent de devant cassée, mais vraiment cassée, il manquait carrément, le nez cassé et au bout de ma vie avec mon chat en train de mourir, j'ai eu le choix de décider. Est-ce que je vois ça comme un signe comme quoi il faut que j'arrête de poursuivre mon rêve? Et dans ce cas-là, je vois le verre à moitié vide. Ou est-ce que je le vois comme un signe de si un jour je dois raconter mon histoire et y arriver, ça va être une histoire de fou. Et je vais prendre ça comme motivation pour me dire écoute, ça peut pas être pire que ça, continue. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est complètement personnel. Qu'est-ce qui détermine ce choix? Vaste sujet. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est non, du tout. Je pense qu'on est tous égaux là-dessus. C'est l'éducation alors? Non. T'es sûr? L'éducation, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé justement des traumatismes et tout ça.
Et c'est vrai que bon, après je viens de lire un bouquin là-dessus, donc je suis très à fond dessus, mais il y a Alfred Adler qui est un philosophe qui en fait détruit complètement Freud sur les traumas et sur le rapport de cause à effet. Pour moi, et je suis d'accord donc avec cette philosophie adlérienne, c'est on utilise les traumatismes, on utilise nos parents, on utilise notre éducation comme justification pour notre présent. Alors que comme on vient de le dire, on voit la vie comme on a envie de la voir, ou comme on a décidé de la voir. Si vous voulez dire je ne peux pas réussir mes rêves parce que mes parents m'ont pas donné la bonne éducation, vous vous retirez complètement tout le pouvoir de changer et de pouvoir réaliser vos rêves. Vous ne pouvez pas changer l'éducation que vous avez eue, vous ne pouvez pas changer les parents que vous avez eus, vous ne pouvez pas changer vos expériences que vous avez eues. Par contre, vous pouvez décider d'arrêter de ressasser les événements du passé qui vous font mal et qui vous gardent dans la situation dans laquelle vous êtes et vous concentrer sur quelque chose d'autre à la place. Ça, c'est votre choix. Si les traumatismes continuent de vous impacter dans votre vie d'aujourd'hui, c'est parce que vous les gardez au sommet de votre tête et vous continuez de les ressasser. Et de les utiliser comme excuse, comme quoi, ça, c'est arrivé dans le passé, du coup, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Non. Le passé est passé. Le passé est passé. Vous vous réveillez tous les jours avec 24 heures de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Ou tout du moins de voir la vie de la manière dont vous avez envie de le voir. C'est facile à dire. Maintenant, je vois le verre à moitié plein. Maintenant, je suis heureux juste parce que je l'ai décidé. C'est très facile à dire. Et ça prend du travail pour en arriver là. Mais le changement prend juste une seconde. C'est ce que je pense aussi. Après, c'est toujours pareil. C'est facile d'écouter les autres le dire. Et oui, on va se dire, ok, ils ont eu des choses différentes. Il leur est arrivé des trucs différents. Et voilà, moi, ça ne peut pas se passer parce que X ou Y. Mais j'ai lu une phrase qui est très vraie, c'est que on peut amener les gens à une étendue d'eau, mais on ne peut pas boire pour eux. Oui, moi je connais la version avec l'âne. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, c'est notre choix personnel, et c'est ça, en fait, on doit prendre responsabilité de ça. On doit prendre responsabilité du fait que la vie qu'on a aujourd'hui est en grande partie notre choix. Et ça, c'est dur, parce qu'on a tendance à dire « Oh non, je bosse pas au travail parce que mon manager, il est pas bon, ou je suis pas dans le bon milieu, ou non, je suis pas heureux dans ma vie parce que je suis pas avec la bonne personne de manière romantique, ou parce qu'elle fait pas la vaisselle, puis moi je m'occupe de tout. » On a tendance à mettre la responsabilité de notre bonheur sur les autres. De la même manière qu'on essaye d'avoir la validation des autres pour justifier qu'on a de la valeur. Mais tout comme on met la responsabilité de notre malheur sur les autres, pas aussi, que du bonheur. Oui. Parce que c'est très facile. Ouais. C'est plus facile de mettre la responsabilité sur les autres plutôt que sur soi-même. Parce que si c'est sur soi, dans ce cas-là, on doit bosser pour le changer. Ouais. On doit faire quelque chose. Si c'est sur les autres, on doit juste attendre qu'ils changent ou qu'ils nous donnent finalement ce qu'on a envie d'avoir. Ce qui n'est pas possible. Mm-hmm. On ne peut pas contrôler les autres. Bah non. On peut contrôler soi-même comment on voit les choses et ce qu'on fait. Par rapport à ton parcours, qui a été fort mouvementé, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui de quoi tu es le plus fier ? Je suis plus fier d'avoir un parcours atypique. C'est ça qui me rend le plus fier en fait. À l'heure actuelle, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de certification. J'ai pas un boulot qui est facile à expliquer aux gens. C'est-à-dire que quand on me demande ce que je fais, j'explique que je suis un consultant en e-commerce, un full stack développeur, un UI UX designer et un artiste. Oui, les gens ils me disent ah oui, t'es une licorne. Dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle une licorne. Donc oui, je fais tout et je fais rien. Et moi, ça me convient parfaitement. Mais du coup, voilà, j'ai pas fait le cursus traditionnel d'aller à l'université, par exemple. Je suis jamais allé à l'université. J'ai pas fait de certification comme quoi je parle anglais, alors que je suis bilingue. Voilà, je rentre pas dans les boîtes. Et moi, ça me rend fier, en fait. Justement, de me dire, j'ai fait la vie comme je l'entendais. J'ai eu mes hauts et mes bas. Mais j'ai eu une vie riche. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est justement d'avoir une vie remplie d'événements, remplie de choses qui vous apportent énormément. C'est marrant que tu dises, j'ai eu une vie riche. T'es même pas à la moitié. Oui, non mais c'est ça. Non mais rien que là, les 3 dernières années, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 à 20 ans. Parce que, imaginez, faire le tour de France en van,
se taper la conversion d'un van de 1985 alors que j'y connais rien en voiture, j'y connais rien en carrosserie, en plomberie, en électricité, et j'ai dû tout refaire moi-même. Après, de passer 1 an voyager en Asie, enfin, j'ai rencontré des gens du monde entier, je me suis confronté à des cultures qui étaient complètement différentes, des gens qui avaient des parcours complètement différents et complètement hallucinants. Il s'est passé des choses en permanence. Rien que là, mis sur terrain, où je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, en 1 semaine, j'ai été attaqué par 2 chiens. Mais des vrais, 2 malinois et tout. Ah, mais tu les avais provoqués aussi. Ah non, du tout. Et ils ont mordu 5 personnes avant qui sont allées à l'hôpital, qui ont porté plainte. Et voilà, ils ont essayé de m'attaquer à un moment donné. Donc ça, c'était dimanche dernier. Là, récemment, j'ai dû aider un propriétaire à aller choper son chien au milieu des étangs. Parce que le chien était un chien de chasse qui nageait après une canne qui avait des petits. J'ai rencontré une femme qui vient de survivre à un cancer du poumon et qui a maintenant un cancer du rectum et qui, voilà, il se passe des trucs de fou en permanence tous les jours. Et tu fais un podcast. Et je fais un podcast alors que c'était pas prévu du tout. Mais voilà, il se passe des choses en permanence et je pense qu'à partir du moment où on se sort de notre routine, où on est vers les gens et on est soi-même, des choses vont se passer. L'expérience, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la notion de temps est relative, comme disait Einstein. C'est-à-dire que s'il se passe énormément de choses, vous avez l'impression que des années se sont passées. Et inversement, si vous vivez la même vie tous les jours pendant des années, vous n'allez pas voir le temps passer. Vous allez avoir l'impression que hier, vous aviez 20 ans, alors qu'aujourd'hui, vous en avez 30, et vous ne savez pas où les années sont passées. Donc oui, je suis fier d'avoir eu une vie riche, et j'espère qu'elle va continuer d'être comme ça, oui. Sur un plan intérieur, d'introspection, etc., quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour réaliser son rêve, au risque de vivre de multiples péripéties? Rester enfant. Et ça, je vais expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est les enfants, on les autorise à échouer. Au contraire, on les pousse à expérimenter et à échouer en permanence. Si vous avez un bébé qui apprend à marcher, vous n'allez pas attendre un certain nombre d'essais avant de lui dire « arrête, c'est pas pour toi ». Pourtant, en tant qu'adulte, on ne se lance pas, on n'essaie pas. On joue la stabilité, on ne veut pas que les autres nous voient échouer, et du coup, on n'expérimente pas avec la vie. On reste dans ce qu'on connaît, dans ce qui est stable, en sécurité, et on ne va pas prendre de risques. On a peur de se blesser, on a peur de l'échec. Alors que les enfants, pas du tout. Et on perd ça en grandissant. Donc mon conseil pour n'importe qui veut poursuivre ses rêves ou qui veut faire un voyage d'introspection, etc., c'est expérimenter, échouer. Échouer. Non mais c'est ça. Ouais. Les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. On voit les gens qui ont réussi à monter des grandes entreprises, etc., et on voit que le succès. On ne voit pas les 10 années qu'ils ont passées avant à avoir des échecs financiers, à avoir des entreprises qui n'ont jamais fonctionné et à avoir bossé pour rien. Enfin, on bosse jamais pour rien, mais qui n'ont pas de succès en fait à montrer. On voit que la finalité. Et on veut ça, mais on veut pas tout ce qu'il y a avant. Non, passez au travers de tout ça. Comme on disait tout à l'heure, une fois que vous avez échoué, une fois que vous vous êtes ramassé la gueule, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Donc allez-y. Échouer. C'est ça, restez enfant. Dernière question. Est-ce que tu veux nous présenter le projet que tu es en train de faire un peu plus en détail, ton livre en l'occurrence, ou oui. autre chose ou sinon on refait la question. Non, bah oui. Là, donc du coup, je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire que j'ai un petit peu racontée de mes éboueurs pendant mes voyages et de ce qui m'est arrivé dans ma poursuite de devenir un artiste. C'est vrai qu'à la base, c'est marrant parce que je voulais écrire ce livre quand justement j'avais réussi. Parce que je voulais une fin où je disais maintenant je suis un artiste et maintenant ça a réussi, etc. De la même manière, je voulais faire des vidéos sur YouTube et tout ça, une fois que j'avais réussi, que j'avais quelque chose pour démontrer que, en gros, je savais de quoi je parlais. Et maintenant, en fait, je me rends compte, comme je disais, que réaliser vos rêves, c'est pas dans le fait de l'atteindre, mais dans le fait de le poursuivre. Et maintenant, ouais, je vais écrire ce bouquin, même s'il n'y a pas forcément une fin qui est très success story.
un petit peu comme les films à Hollywood, mais ça va juste être plus orienté sur la philosophie de la résilience, sur le fait de justement ne pas avoir peur de se lancer, ne pas avoir peur d'échouer, et de la même manière commencer plus à faire des vidéos pour moi, pour mes amis, pour justement essayer de leur apprendre à dessiner ou de leur apprendre ce que je sais, parce que j'ai acquis énormément de compétences en Angleterre en bossant sur des sites e-commerce, en bossant dans des business, etc. Donc là, à l'heure actuelle, ce que je veux, c'est contribuer aux autres. Et c'est ça mon projet. Je pense que j'ai fait assez de travail sur moi-même, même si c'est jamais fini. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est contribuer aux autres. Essayer un maximum, comme toi, en fait, d'inspirer les autres à réaliser leurs rêves et justement à essayer d'être heureux. Vaste conclusion. Oui, conclusion ouverte. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses, mais par exemple, je vais ouvrir une résidence d'artistes au Vietnam, c'est un de mes projets. Parce que justement, je veux essayer de connecter les gens qui veulent devenir artistes aux artistes, et pas forcément au travers de réseaux sociaux. Je voudrais avoir des gens qui font du tatouage, qui sont là-bas, qui font des tatouages pendant 1 mois ou 2, dépendant de leur visa, et d'avoir une auberge de jeunesse juste à côté où des gens peuvent venir et voir comment ça se passe, et poser des questions, avoir des gens qui font du graffiti sur les murs de la maison, et avoir d'autres personnes qui vont peut-être s'initier justement à utiliser un spray sur des murs. Voilà, c'est retrouver en fait, ce qui me botte avec cette idée, c'est de retrouver cet aspect de communauté, c'est de retrouver un truc qui est plus petit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est justement connecter les gens, contribuer. Plutôt que, est-ce que moi je fais de l'argent avec mes vidéos ? Est-ce que moi je fais de l'argent avec mon art ? Je pense que moi je m'éclate en fait à voyager, à faire du dessin et à rencontrer les gens. Moi c'est ça mon rêve en fait que j'ai réalisé. Et maintenant, les choses que j'ai apprises, j'ai envie de les partager. C'est cool. C'est une espèce de communauté de partage d'expérience et c'est un peu une forme de tribu. C'est ça. C'était quelque chose moi, que j'avais aussi formulé il y a des années en me disant, moi j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Ouais. Je les adore, à chaque fois on me dit, t'aimes pas les enfants ? Non, si, j'adore les enfants, mais je suis pas une maman. Je suis comme ça. Mais par contre, ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de créer une espèce de tribu. Je préfère ce mot au terme de famille qui est un peu plus qui enferme un peu plus à mon... La famille c'est sans. C'est ça. Tribu c'est choisi. Exactement. Et je pense que c'est aussi ce que je suis en train de faire par ça, une espèce de tribu avec une famille de pensée, de gens un peu idéalistes, un peu je dirais pas marginaux, mais qui n'ont pas peur de se mettre à la marge. Et des gens qui se ressemblent en fait. Ouais. C'est l'idée de tribu, c'est l'idée de communauté, c'est de regrouper des gens qui pensent de la même manière ou qui ont des intérêts communs. Et je pense que c'est ce qu'on a perdu avec nos grandes villes, même avec le fait qu'en fait le monde soit beaucoup plus ouvert qu'avant. Enfin, je suis un Français qui vit à l'étranger, il n'y a plus de frontières, on vit sur un seul monde. Mais du coup, on vit avec 7 milliards de voisins. Et c'est dur justement de se dire, il faut que je trouve des gens qui soient comme moi. Parce que l'une des choses les plus importantes dans notre vie, c'est d'avoir un sentiment to belong. D'appartenir d'appartenir à un groupe, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et on a perdu ça dans l'anonymité de nos villes en fait. Et c'est pour ça qu'une idée de tribu, une idée de communauté, de justement réduire ce nombre et avoir ce sentiment d'appartenir à quelque chose, c'est attrayant. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. On a tous envie d'appartenir à... La majeure partie des gens veulent appartenir à une famille, sentir qu'ils appartiennent à un nom. Les gens un peu différents, on va dire, ont besoin d'appartenir à une famille de pensée, j'ai l'impression. Même tout le monde en général. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce désir de validation sur les réseaux sociaux, c'est justement d'avoir ce sentiment de « je suis ici ». Ouais. Enfin, j'appartiens à ce groupe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On a pas mal de contenu, là, je pense. On a dit beaucoup de choses. La porte est ouverte si tu veux revenir. On peut faire un deuxième épisode, il n'y a pas de souci. Écoute, c'était hyper enrichissant. Et c'est marrant parce qu'effectivement, comme tu disais, qui aurait cru il y a 2 semaines qu'on allait enregistrer un podcast ensemble, on ne se connaissait pas. Donc merci à toi de m'avoir accueilli et puis je voulais remercier les gens qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout parce qu'il a été un peu long et il a été un peu dense
Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et bonne journée. Au revoir.